des appartements qu'on a vendus 480 000 $. On attendait 8 mois de plus, c'était 850 000 $. Je suis un peu le médecin du portefeuille. Donc j'ai un client qui vient me voir, je fais une analyse patrimoniale, donc je l'ausculte en fait, et je lui dis voilà, compte tenu de ta situation, t'es blessé là, t'es blessé là, t'es blessé là. Pour te soigner, tu as besoin de faire ça, ça et ça. Une escroquerie à 40 millions de $ aux États-Unis. 40 millions de dollars? Ouais, même un peu plus. On peut en savoir un peu plus. Aujourd'hui, des vues Burj Khalifa, ça commence à devenir inaccessible. On commence à atteindre des prix à plus de 10 000 € le mètre carré, qui est pas grand-chose. Qui est pas grand-chose. Malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je pense que dans toute crise, il y a des opportunités à aller chercher. Nous accueillons aujourd'hui Thomas Rogue, gestionnaire de patrimoine spécialisé dans l'immobilier aux États-Unis. Il nous racontera son parcours qui a été semé d'embûches, mais grâce à sa ténacité et son envie d'apprendre, il est parvenu à se relever. Aujourd'hui basé à Dubaï, il partage son expérience et ses connaissances avec nous. Découvrez l'univers des entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l'immobilier de Dubaï à travers ce podcast. Rejoignez-nous pour des interviews percutantes avec des invités de premier plan qui partagent leurs secrets, leur expérience et leur vision pour réussir dans cette ville audacieuse et en constante évolution. Préparez-vous à être inspiré et motivé par les opportunités infinies que Dubaï offre aux esprits créatifs et ambitieux. Je suis Mounir Ejdal, welcome to Insider. Salut Thomas. Salut Mounir. Merci d'avoir accepté l'invitation donc, dans ce podcast Insider. Donc Thomas, tu es spécialisé en investissement immobilier aux États-Unis. Donc je profite de ce moment pour te poser certaines questions. Et la première, c'est qu'est-ce qui t'a incité à devenir spécialiste dans l'investissement immobilier aux États-Unis ? Alors, moi j'ai commencé en fait l'investissement aux États-Unis de base parce que mon papa avait commencé en 2009 après la crise des subprimes, où il s'est positionné pour lui et pour ses clients en Floride, où il a commencé les investissements là-bas. Donc depuis 2009, en fait, je voyage aux États-Unis tous les ans. Et voilà, de fil en aiguille, en fait, cette passion s'est transmise et donc j'ai commencé naturellement l'immobilier là-bas. Donc j'ai travaillé en Floride et après j'ai aussi travaillé sur différents États aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à Dubaï et tu as pu constater un petit peu comment était le marché de Dubaï et le marché des États-Unis. D'ailleurs, tu m'as même dit avant que tu levais des fonds à Dubaï pour pouvoir faire investir tes investisseurs aux États-Unis. Alors, comment tu pourrais comparer ce marché, puisque tu connais un petit peu les deux, entre Dubaï et les États-Unis ? Alors, ça dépend où aux États-Unis, mais il y a des marchés, je trouve, qui sont assez similaires à Dubaï, comme Miami, par exemple, qui est une ville qui se ressemble un petit peu avec Dubaï sur pas mal de points. Après, sur ces dernières années, je pense que Dubaï a connu vraiment une montée que les États-Unis n'ont pas forcément connue, ou du moins ça s'est fait plus tôt. C'est vrai que Dubaï a connu une montée, mais si tu veux, en fait, on le voit, le marché, il monte, il se corrige, il remonte, il se recorrige. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à un pic de l'histoire des transactions immobilières à Dubaï. Et moi, j'entends souvent, tu sais, j'ai des investisseurs qui veulent se positionner à Dubaï et voient le prix des villas et ils me disent « Non, mais à ce prix-là, je préférerais acheter une baraque front mer à Miami. » Qu'est-ce que toi, tu leur dirais justement à ces gens-là ? Alors, pour avoir travaillé sur le marché de Miami et aussi sur le marché du luxe à Miami, c'est très cher. Hein. Au prix au mètre carré, on est plus cher que Dubaï. Donc, pour le même prix, ils vont avoir quelque chose, je pense, de plus grand à Dubaï qu'à Miami. Après, c'est vrai que front de mer, à Dubaï, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, il y en a beaucoup qui veulent front de mer avec l'accès au ponton bateau, etc. Ça, à Dubaï, je ne l'ai pas trop trouvé. Alors que Miami, on peut l'avoir, mais par contre, les prix, c'est plus important. Alors, les prix, on va en parler. Aujourd'hui, si tu prends une villa, je ne sais pas, de 500-600 mètres carrés habitable avec un terrain de 600 mètres carrés bord de mer à Miami, bon, là on parle de Miami, mais ça peut être Los Angeles ou ailleurs, on serait sur un prix à combien du mètre carré ? Alors évidemment, ça dépend de plein de choses. Moi, j'avais visité des maisons à Miami sur Venetian Island, donc c'est une île qui est à ses côtés. Et on est à 20 millions de $ à peu près la maison pour 600-700 mètres carrés. On a vécu donc la pandémie et donc Dubaï a très bien vécu cette pandémie, a très bien supporté la pandémie. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que la pandémie a un gros impact, puisque toi tu es un professionnel de l'immobilier aux États-Unis, est-ce que ça a eu un gros impact aux États-Unis ? Ouais, ça a eu un gros impact. Alors, ça a été bénéfique pour des États et moins pour d'autres. Je prends l'exemple de la Floride pour qui ça a été vraiment profitable.
dans le sens où il y a beaucoup de personnes habitant à New York, en Californie, etc., qui ont commencé à migrer, par exemple, vers la Floride. Il y a à peu près 1000 nouveaux arrivants résidents en Floride par jour, donc ce qui est énorme, ce qui a fait naturellement grimper les prix. Et donc les prix en Floride, pendant la pandémie, ont explosé. D'accord. Ouais. Donc, en fait, je pense que la pandémie a été un petit peu l'élément déclencheur pour pas mal de pays, finalement. Et il y avait des gros coups à faire aussi aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, ouais, il y avait évidemment des gros coups à faire. Il y en a toujours. Je pense que ça dépend à quelle période on achète, évidemment. Mais quand on a acheté début de pandémie, alors moi, malheureusement, j'ai connu aussi une expérience dans le sens inverse où on a dû vendre quelque chose par anticipation. Mais des appartements qu'on a vendus 480 000 $, on attendait 8 mois de plus, c'était 850 000 $, Ah bah ouais. le même appartement. Donc, si on avait acheté au bon moment, en un an, c'était presque x2, ce qui est jamais vu ça de ma vie. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont paniqué pendant le Covid. Et il y a beaucoup de gens qui ont voulu retirer leurs sous. Et finalement, les investisseurs, on le sait, hein, c'est quand tout le monde se retire que des fois, il faut foncer. T'en penses quoi? Ouais, exactement. Je pense que... Alors, évidemment, il faut mesurer le risque à chaque fois. Mais moi, quand les gens paniquent, presque je préfère. Parce que je sais que c'est là où il va y avoir des opportunités. Même là, en ce moment, on parle de les taux d'intérêt ont augmenté, ça devient l'inflation, tout ça, donc ça devient un peu plus compliqué d'acheter aux États-Unis. Mais en fait, moi, là-dedans, je vois une vraie opportunité. Pourquoi? Parce que taux d'intérêt augmente, moins d'emploiement aux États-Unis, ce qui veut dire plus de saisies bancaires au niveau des propriétés, donc ce qu'on appelle des foreclosures. Donc plus d'opportunités à acheter pas cher directement au foreclosure. Donc malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je pense que dans toute crise, il y a des opportunités à aller chercher. Là, en ce moment, on le voit. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le marché immobilier de Dubaï qui est en train d'exploser aussi, puisque il y a eu, je reprends ton expression, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a eu la guerre en Russie, hein, avec l'Ukraine qui a été impactée. Il y a eu ce qui s'est passé, tu sais, avec la Syrie et la Turquie. En ce moment, les taux d'intérêt en Europe n'arrête pas de monter, ce qui fait que tout le monde aujourd'hui a un petit peu les yeux braqués sur Dubaï, puisqu'on est en terre neutre, entre guillemets. Et d'ailleurs, toi, comment tu vois avec ton expérience le marché immobilier de Dubaï? Alors, moi, j'ai un œil sur le marché immobilier de Dubaï qui est un petit peu externe et pas aussi professionnel que le tien, mais je pense que c'est un marché qui a beaucoup évolué ces dernières années. C'est un marché qui augmente, qui se corrige, qui augmente, qui se corrige. Et je pense que là, vu que ça a pas mal augmenté ces dernières années, il y aura probablement une petite correction qui va arriver. Mais correction ne veut pas dire chute. Correction veut dire stabilisation, on va dire, du prix du marché. Et voilà, je pense qu'il y a quand même des bons coups à faire à Dubaï. Après, voilà, je pense, comme partout, il faut se renseigner. Quel quartier, quel marché, les conditions d'achat et tout ça, quoi. Et justement, est-ce que toi, tu as pu voir des opportunités intéressantes passer, hein, puisque si tu es à Dubaï, je pense que tu vois un petit peu les réseaux, tu vois un petit peu, je pense qu'on te target, et tu vois peut-être des super projets en lancement ou des appartements à la revente, peut-être des appartements à rénover, tu sais, opération marchand de biens. Est-ce que tu as vu des choses Alors, moi, j'ai rencontré le promoteur Ellington, avec qui je me suis très, très bien entendu. Et je trouve que ce qu'ils font, niveau rapport qualité-prix, je trouve ça pas mal. Tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, je trouve ça pas mal. Après, sur les opérations de marchand de biens, là, justement, on est en train de regarder pour faire une opération donc fix and flip sur une petite maison sur La Palme, à 12 millions de dirhams. Voilà. Je pense qu'il y a quand même des trucs à faire, mais ça prend un petit peu de temps. D'accord. Ellington, c'est vrai que c'est un très bon promoteur. On travaille avec eux depuis pas mal d'années maintenant, hein, en termes de qualité, de sérieux, de design. C'est vraiment bien. Et quel conseil tu donnerais, toi, à une personne qui souhaiterait se lancer aujourd'hui dans l'investissement immobilier, hein, en général, hein, sans parler ni de Miami ou ni de Dubaï? Alors, je pense que pour toute personne qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, peu importe où dans le monde, premièrement, il faut se former sur le marché local. Quelles sont les lois, les régulations, les conditions d'achat? Est-ce qu'on est vraiment propriétaire? Est-ce que c'est un leasehold? Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et évidemment, ça je le dis toujours, mais c'est s'entourer de professionnels. C'est pour ça que moi, mon business model, c'est vraiment de s'associer. En fait, l'investisseur s'associe avec nous, on fait le projet ensemble. Donc ça permet de vraiment avoir un interlocuteur qui est
vraiment présent avec nous dans l'opération. Et ça permet de ce qu'on appelle skin in the game. On est avec lui. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Nous, c'est un petit peu aussi le rôle qu'on a, de toute façon, que ce soit toi ou moi. C'est vraiment de pouvoir apporter cette expertise, cette expérience, de les mettre en confiance. Tu vois, aujourd'hui, là, on est dans nos locaux et c'est quelque chose qui est important, je pense, pour les personnes qui souhaitent investir. C'est nous rencontrer, voir nos services, notre sérieux par le site internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents, tu sais, qui vendent un petit peu en freelance. C'est très bien. Mais c'est vrai que quand tu as, je pense, et tu me diras après peut-être dans tes projets, quand tu as une agence avec des locaux pignon sur rue, je pense que ça a un impact. Clairement, ça je suis d'accord. Moi je pense que déjà ça montre que tu es implanté ici, que tu fonctionnes, parce que tu ne peux pas avoir des bureaux comme ça si ça ne fonctionne pas. Donc ça apporte un certain sérieux et les clients, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin aussi de pas juste avoir accès à un agent immobilier, mais avoir accès à un service tout au long de l'opération. Et c'est bête, mais même des clients, par exemple, français qui investissent avec toi à Dubaï, ils vont venir, je sais pas, 2 fois par an à Dubaï, par exemple. Ils viennent aussi pour te voir dans tes bureaux, boire un café et connaître aussi peut-être les prochaines opérations à faire. Et ils ont besoin d'avoir un suivi comme ça. S'ils ont juste une personne en freelance, alors il y a des personnes en freelance qui le font très bien, mais le suivi, naturellement, n'est pas le même. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà investi dans l'immobilier ? Ouais, moi j'ai investi sur des opérations communes, donc club deal, fonds, etc., sur de l'immobilier aux États-Unis. Et pour toi, tiens, d'ailleurs, en parlant de villes, quelles sont pour toi les villes les plus attrayantes aujourd'hui en termes d'investissement ? Ça dépend ce qu'on recherche. Si on parle d'achat-revente, par exemple, alors je vais commencer par les États-Unis. Il y a des villes comme Tampa, par exemple, qui sont super cotées pour les opérations d'achat-revente. Donc Tampa, c'est en Floride. Je connais très bien. D'accord. Sable blanc. Donc il y a ça. Après, il y a aussi des villes beaucoup moins sexy, des fois, comme Détroit, que j'ai eu l'occasion de bien connaître. C'est pas sexy, ça fait pas rêver. Par contre, il y a des vraies opérations de marchand de biens à faire, parce que il y a beaucoup de rénovations à faire, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, si on parle d'achat locatif, je pense que Dubaï, c'est pas mal. On peut facilement avoir du 7, 8, 9, 10%. Donc, c'est ce que les investisseurs cherchent en général. Donc, il y a ça. Et aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, Miami, à l'époque, on avait du 9, 8, 10%. Aujourd'hui, les prix ont tellement augmenté qu'on est plutôt à 6. Donc, c'est plus compliqué de faire de l'achat locatif à Miami aujourd'hui. 6% brut ? Net. Net. Ouais. D'ailleurs, en parlant de pourcentage, pour toi, à partir de combien de pourcentage ça commence à devenir intéressant réellement ? Je pense que ça dépend s'il y a du levier bancaire ou pas. D'accord. Mais pour moi, en dessous de 7, déjà, c'est le minimum. Et je parle pour un investisseur retail. C'est-à-dire qu'un investisseur professionnel, 7, ça n'intéresse pas. Parce que moi, j'ai un peu la chance de parler avec les deux types de clients. J'ai des clients particuliers, classiques, qui ont leur travail et qui ne veulent rien gérer. Mais j'ai aussi des clients institutionnels, type family office, etc. Et les demandes sont totalement différentes. Les family office, ils ne font pas 30% par an, ça ne les intéresse pas. Alors, pour avoir 30% par an, évidemment, ce n'est pas du locatif, de l'achat-revente. Mais voilà, moi, je pense qu'en locatif, si c'est pour moi, il faut 9-10%, c'est bien. D'accord, donc 9-10% en locatif, c'est bien, en net. Alors, c'est des opérations, effectivement, qu'on peut faire à Dubaï. De toute façon, aujourd'hui, ça fait même plusieurs mois que Dubaï est passé la ville la plus rentable. Et pour du retour sur investissement, donc c'est ça que tu m'as dit, donc de l'achat-revente, 30%, c'est quelque chose d'intéressant pour toi ? Alors, moi, sur mes opérations de marchand de biens aux US, parce que c'est vraiment la spécialité, je fais 30% par opération. Une opération, en général, ça dure 4-5 mois sur des montants à 300-400 000 $. C'est à peu près ça. Donc, 4-5 mois, je fais 30%. L'idée, c'est de faire au moins 2 deals par an. Et mon business model, en fait, c'est de faire 50-50 avec l'investisseur. Il met l'argent. On s'occupe de tout parce qu'on a tout sur place pour contrôler. On split les profits à 50-50. Donc, pour l'investisseur, il va faire au moins 30% par an. Et donc, nous aussi. Donc, du coup, il fait 15 ? Si on fait 2 OP, il fait plus. Il fait 30 finalement. 30, même plus avec les intérêts composés. Mais du coup, tu m'inspires là, parce que moi, j'ai fait des opérations à 200%. J'aurais dû peut-être prendre 100 alors. C'est ça. Ça arrive aussi. On peut faire des opérations comme ça
bien costaud. On a fait une maison à Détroit, justement, qui n'est pas sexy, encore une fois. Mais bon, on a fait 100% de profit sur la maison en 5 mois. Et ça, des OP comme ça, c'est pas mal parce que l'investisseur, il fait rien, clairement. Il prend 50% de... Alors, ce mot sexy, il est intéressant. On reçoit beaucoup d'investisseurs qui mettent leur cœur, qui mettent beaucoup d'émotions, justement, dans leurs achats. Ils veulent savoir quelle est la vue, quelle est ci, quelle est ça. Mais toi, en tant qu'expert, aujourd'hui, est-ce que ça a une réelle importance ? Alors, je pense que dans l'investissement, il faut être factuel et oublier totalement l'émotionnel. Après, quand ils posent des questions sur la vue, etc., ça a quand même un impact sur la rentabilité. Est-ce que ça va se louer autant s'il a une vue parking poubelle ou s'il a une vue mer ? C'est quand même important. Mais je pense que non, tout ce qui est émotionnel, ouais, j'aime bien le quartier, j'aime bien si... faut oublier, c'est les chiffres qui parlent. Il n'y a que les chiffres. Faire les analyses de marché, voir ce qui va se construire autour aussi, je pense que c'est important. Parce que moi, j'ai connu aussi à Miami des quartiers où il n'y avait rien, clairement. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 sociétés qui se sont implantées et les prix ont flambé. Et donc ça, si on arrive à se renseigner sur le marché local et qu'est-ce qui est en train de se développer autour, je pense que c'est important. Donc, faut plus se baser sur des faits et des chiffres que de l'émotionnel, parce que c'est pas rationnel l'émotionnel naturellement. Donc, voilà. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé un petit peu sur le marché de Dubaï ces dernières années. Tu sais, de mon expérience, puisque tu sais, nous, on fait de la vente, mais on fait également de la location. Donc, on a accès au portail et on voit directement, donc, à l'instant T, les chiffres. Les appartements qui n'ont pas de vue ont un meilleur rendement que les appartements qui ont une vue, puisque le prix de l'appartement avec la vue, aujourd'hui, en tout cas à Dubaï, ne justifie pas la différence qu'il y a sur la location. Ouais. Puisque les gens qui vont louer, et à Dubaï, il y a plus de 200 nationalités, les gens qui vont louer, ils vont regarder quoi finalement ? Ils vont regarder les photos. Dans les photos, ils vont voir qu'est-ce qui se différencie. Un temps soit peu, tu es passé avec un architecte d'intérieur, tu as un peu optimisé l'intérieur, tu as mis quelque chose de sympa, de contemporain. Tu sais, on change du bois et de l'or qu'on peut voir un petit peu ici à Dubaï. Si tu mets un truc un peu plus épuré, tu vois les chiffres et c'est là que tu peux faire de l'argent. Moi, je pense que la vue, c'est bien pour de la revente. C'est-à-dire que forcément, tu vas sécuriser ton capital revente. Aujourd'hui, des vues Burj Khalifa, ça commence à devenir inaccessible. On commence à atteindre des prix à plus de 10 000 euros le mètre carré, qui n'est pas grand-chose. Qui n'est pas grand-chose, Qui n'est pas grand-chose, finalement. Mais pour Dubaï, ça l'est, puisque la moyenne, qui n'a pas de sens, est de moins de 4 000 euros. Les vues mer et les vues Burj Khalifa commencent à devenir très compliquées à avoir aujourd'hui. C'est marrant que tu me dises ça par rapport à la vue, parce que j'ai l'exemple cheap. Là, je viens de signer un nouvel appartement en location, donc je vais emménager dans 2 semaines normalement. Et en fait, il y avait exactement le même. Et il y en a un que j'ai visité avec une vue sympa. Malheureusement, je n'ai pas pu le prendre parce qu'il y a quelqu'un qui s'est positionné avant. Il m'a dit, j'ai exactement le même, une autre vue, elle est moins sympa, et c'était le même prix. Et en tout cas quand tu fais de la location, tu ne réfléchis pas, vu que tu ne t'engages pas vraiment sur un vrai achat. Je dis, je le prends quand même. Alors que la vue ne m'allait pas forcément, mais l'appart est sympa. Donc, je ne vais pas chipoter, on va dire, pour une vue. Quand tu es en location, donc je comprends ton point de ça se loue la même chose. Et j'ai le cas. Alors, c'est intéressant. Tiens, on va parler de ton cas. On est dans quel quartier ? Ticom. Ticom, d'accord. On est sur combien de chambres ? C'est un duplex, one bedroom, 170 mètres carrés. D'accord. 170 mètres carrés ? Ouais. D'accord, tu as loué ça dans les 100 000, 110 000 ? 160. 160 000, d'accord. Après, Ticom, c'est un quartier assez particulier, puisque là-bas, on n'a pas l'accès à la propriété. Tu sais qu'à Dubaï, on a le freehold, on a le leasehold et on a les terrains et les biens qui sont destinés aux personnes du Golfe. Donc, même un expat ne pourrait même pas acheter, même à 99 ans. Donc c'est un petit peu différent. Mais oui, moi j'ai pu le voir sur des bâtiments à Downtown, par exemple. Tu sais, il y a un bâtiment qui s'appelle Elite Downtown. On l'a vendu avant la livraison. Okay. Ils ont commercialisé ça juste avant la remise des clés. Une chambre était à 500 000 euros sur des vues Bourges, qui ont flambé juste après. Et une chambre vue de l'autre côté, donc vue Business Bay, était à peu près à 400 000 euros. Voilà, 420 000 euros. Aujourd'hui, la location est exactement la même, si ce n'est peut-être 2 000 à 3 000 euros de différence à l'année que tu ne ressens pas.
Donc finalement, ton rendement il est plus intéressant à l'arrière. Ouais, clairement. Voilà. Maintenant, l'appartement devant a pris plus de valeur que l'appartement à l'arrière. Ok. Donc finalement, tu vois, et c'est là que j'en reviens un petit peu à ce que tu disais au départ. S'entourer des bonnes personnes, c'est quelque chose d'important, de primordial, de savoir et de déterminer qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment. Puisque tu en as qui vont vouloir du rendement, tu en as qui vont vouloir faire de l'achat-revente. Et c'est là que je pense qu'on va intervenir. Exactement. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'en fin d'investissement, il y a aussi la qualité des interlocuteurs, donc les agents immobiliers, banquiers, etc., qui est vachement importante, dans le sens où je pense que c'est ce que tu fais très bien. Tu essaies d'abord de comprendre vraiment le client, ce qu'il a besoin, ce qu'il recherche et c'est quoi ses objectifs. Parce que si tu ne comprends pas ça, bah, tu ne vas pas pouvoir t'adapter à ses besoins et tu vas lui proposer n'importe quoi. Donc non, je pense que voilà, bien s'entourer, c'est important. Donc toi, aujourd'hui, quand tu as un client, c'est quoi la stratégie que tu appliques avec ce client? Quelles sont les étapes que tu suis? Alors, ça dépend s'il me contacte directement et il sait ce qu'il veut, mais sinon, moi, en parallèle de ça, j'ai une société de conseil en gestion de patrimoine en France, à La Réunion. Et ce que j'aime bien, on va dire schématiser, c'est que je suis un peu le médecin du portefeuille. Donc, j'ai un client qui vient me voir, je fais une analyse patrimoniale, donc je l'ausculte en fait, et je lui dis voilà, compte tenu de ta situation, bah, t'es blessé là, t'es blessé là, t'es blessé là. Pour te soigner, tu as besoin de faire ça, ça et ça. Et dans ce cas-là, en fait, je change sa situation sans changer son train de vie, dans le sens où, bah, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui a 200 000 euros placés sur une assurance vie qui rapporte moins de 2% par an, autrement dit, il perd de l'argent. Bah, je lui demande est-ce que tu es content? 99% du temps, c'est non. Bon, bah, avec ma solution, je ne change pas ta vie, je déplace juste les postes. Tes 200 000, je les place sur ça. Et regarde, sur 10 ans, la différence, c'est 100 000. Des deux solutions, laquelle préfères-tu? Celle-ci. Voilà. Et donc, en fait, c'est que de la logique. Là, on rentre encore une fois dans le factuel. C'est que du factuel. Moi, avec mes clients, je ne mets pas d'émotionnel. C'est vraiment factuel. Est-ce que ça, c'est mieux que ce que tu fais actuellement? Oui. On bascule. Donc là, tu as le client. Maintenant, il faut l'opportunité. Comment, toi, tu évalues une bonne opportunité? Alors, maintenant, c'est un petit peu plus simple parce que, bah, avec les années et le réseau, etc., je reçois beaucoup d'opportunités. J'ai des gens qui filtrent déjà pour moi, parce que moi, en fait, je mets un cahier des charges dans le sens où, quand on va faire de l'achat-revente, bah, je veux minimum 30% de discount à l'achat. C'est-à-dire que le prix de l'ARV, on appelle ça, le prix de revente future, il faut qu'il soit minimum, quand on achète, 30% inférieur. Donc il y a ça, je mets des conditions sur les quartiers, tel quartier, pas celui-là, pas plus de 70% de travaux. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte. Et une fois que tous ces critères-là rentrent dans mon cahier des charges, là, je peux partir sur un deal. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on reçoit tellement de deals à travers nos sourceurs, etc., sur place, que quand on reçoit 100 deals par semaine, au final, on va en garder 2-3 sur lesquels on peut vraiment déployer parce que ça nous intéresse vraiment. Donc, il y a pas mal d'étapes. Je ne suis pas le seul qui prend les décisions là-dessus. J'ai l'équipe aussi qui me dit bah, ça, c'est mieux que ça. Et voilà, en fait, on se regroupe un petit peu, on brainstorm et on dit bon, bah, on part sur celle-là et pas sur celle-là parce que bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui n'a toujours pas investi dans l'immobilier? Bah, de se former, de bien s'entourer et de... Alors, ça dépend encore une fois de l'objectif, mais de se former en investissant avec des professionnels, ça c'est pas mal. Dans le sens où, moi là j'ai un client récemment, il m'a dit ok, ce que tu fais aux États-Unis, le système d'achat-revente, j'ai envie de le comprendre et j'ai envie de le faire à terme, pour moi. Et du coup, ça me va très bien de m'associer avec toi, on fait 50-50 sur les profits, et comme ça je suis le process, et tu m'expliques le process. Et donc ça, si vous arrivez à trouver des gens comme ça, faut le faire. Aujourd'hui, tu es entrepreneur. Ouais. Donc, je le suis aussi. Hein, donc, on sait que c'est pas mal de responsabilités, hein, que ce soit vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Et on a des hauts, on a des bas. Quelles sont les leçons que toi, tu as apprises au fur et à mesure des années en tant qu'entrepreneur? Alors, j'en ai appris plusieurs, mais on va dire la plus grosse, c'est de ne pas faire confiance trop facilement aux gens. Et au final, il faut toujours se sécuriser, faire des due diligence, se renseigner sur les personnes, tout ça.
parce que malheureusement, la vie a fait que j'en suis arrivé aussi à ce niveau de compétence aux États-Unis, parce que j'ai eu malheureusement connu à travers précédente expérience une escroquerie à 40 millions de dollars aux États-Unis. Donc, grâce à ça, aujourd'hui, j'ai le niveau de compétence pour pas que ça m'arrive de nouveau. Mais en fait, c'était tout basé sur la confiance, ou du moins beaucoup. Et au final, ça paye pas, ça paye jamais. 40 millions de dollars? Ouais, même un peu plus. On peut en savoir un peu plus? Ouais, bien sûr. Alors, en gros, c'était donc, en fait, mon père il avait un cabinet de gestion de patrimoine en France. Et donc, quand il a commencé en 2009 en Floride, donc c'est super bien passé. Ses clients ont fait x2, x3 parce que, pas parce que, c'est juste parce que le marché en fait augmentait à ce moment-là, donc c'était pas prévu à la base, mais bon, tout le monde a fait x2, x3, donc c'était une bonne chose. Et les prix de Miami et de la Floride étant revenus au prix d'avant-crise, on trouvait plus vraiment de bonnes opérations à faire. Et il fallait trouver une autre solution d'investissement. Donc, mon père avait un ami de 25 ans. Il y a toujours un ami dans l'histoire. Hein. C'est toujours un ami. Qui lui a dit, on peut partir sur autre chose. Et donc, il parle à mon père de Détroit, justement. Détroit, où il dit, le marché est bien, etc. Mon père, au début, Détroit, je vais partir avec un gilet pare-balles, c'est fini. Non. Il y va quand même. Et c'est vrai que le marché était vraiment bien. Et on a fait les études de marché. Il y avait une vraie opportunité parce que Détroit a connu la crise des subprimes en 2008, puis la crise de l'automobile en 2013. Donc, elle a été doublement impactée. Et nous, on est arrivé en fin 2015, début 2016. C'était là. Donc, ça, visionnaire là-dessus, très bien joué. Donc, mon père mandate en fait son ami pour lui dire il faut que tu me trouves quelqu'un sur place avec pignon sur rue qui contrôle, qui peut gérer la gestion, qui pourrait gérer l'achat, qui s'occupe de tout. Et donc, évidemment, on fait des due diligence. Pas de problème, je gère. Non. Et il se trouve que cette personne-là, en fait, c'est un escroc. Donc, on a travaillé pendant 4 ans avec lui. Tout se passait très bien. Commercialement, on a vendu plus de 1000 maisons. C'est super bien passé. Et parce que mon père a investi d'abord pour lui. Il a vu que ça fonctionnait. Je vais commencer à le proposer à mes clients. Et tout fonctionnait bien. Les loyers tombaient à temps. Vraiment super. Et en fait, au bout de un peu plus de 4 ans, donc c'était le 13 janvier 2020 exactement, plus de nouvelles de cette personne-là. Et du coup, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On n'a pas de nouvelles. On prend des avocats. Les avocats font des grosses recherches, etc. Et il s'avère en fait que cette personne-là avait un complice au niveau du registre cadastral de la ville qui annulait les ventes. Ça, ouais. Et en gros, il y avait 2 types d'achats. Soit t'achetais cash, soit t'achetais land contract. Land contract, c'est un crédit vendeur. C'est un truc qui se fait aux États-Unis. Et crédit vendeur, tu mettais à peu près 60% d'apport. Et le reste, ça se finançait sur 4 ans. Et grâce au loyer, tu avais même un petit excédent de loyer de $50-60 par mois. Super. Du coup, vu que c'est lui qui gérait tout, il prenait, sur une maison à $60 000, il prenait à peu près $35 000. Il reversait $50 par mois aux clients. Nous, on avait le compte de gestion, on avait tout. Ça passait super bien. Et donc, bref, on découvre ça. Donc, évidemment, de suite, on a pris des avocats qui ont commencé à opérer. Mon père a fait un système de transparence totale avec la SEC, qui est le plus grosse institution financière des États-Unis pour les crimes financiers, etc. Donc la SEC qui a accepté le dossier, parce qu'ils n'acceptent pas tous les dossiers. Donc ils ont fait tout un système de transparence pour vérifier déjà si nous on est complice ou si on est victime, parce que c'est vrai qu'au début on ne peut pas vraiment savoir. Donc bon, ils ont fait leur due deal et ils ont su que on était victime, on a acheté 45 maisons, donc ça crédibilise un peu le truc. Et donc ils ont pris le dossier. Donc là, la SEC en octobre 2022, elle a porté plainte officiellement contre cette personne-là. Et il y a une première condamnation de ces sociétés qui a été faite là en février 2023. Et la suite, on l'attend. En tout cas, pour récupérer des fonds. Et parce qu'au final, c'est tout ce qui importe pour nos clients, c'est qu'ils récupèrent leurs fonds. Et voilà, donc ça a été un peu intense. Évidemment, il y a
pas mal de conséquences à ça. Il y a la conséquence de 25 ans de carrière de mon père qui doit s'arrêter, fermeture de la société, tout parce qu'il n'y a plus le choix. En plus, c'était en plein Covid. Donc, il y a le Covid qui frappe, déjà, c'est dur. Mais en plus de ça, toute ta réputation, elle est grillée parce que tu as fait confiance, malheureusement, à une mauvaise personne. Et donc là, voilà, depuis, c'est très dur. Mais aujourd'hui, on en garde le positif dans le sens où on a appris. Alors, ça coûte cher, la leçon, très cher. C'est plus que n'importe quel formateur. Par contre, ça sert. Voilà, ça, c'est mon histoire. C'est une grosse expérience que tu as vécue. Ouais. Justement, on en parlait un petit peu. C'est vrai qu'on voit toujours les choses d'une certaine façon quand on les vit. Mais après, avec le temps, tu es quand même là, tu es debout, tu es devant moi. Bon, je ne sais pas pour ton père, mais à mon avis, ça doit être compliqué. Mais je pense qu'il est aussi debout et que ça lui a servi. Maintenant, ça fait 6-7 ans du coup. Non, là, en fait, du coup, nous, on a découvert ça le 13 janvier 2020. Donc, depuis 2020, en fait, ça fait 3 ans qu'on est en procédure, etc. Ça prend un peu de temps. Effectivement. Mais bon, ce qui est bien, c'est que déjà, sur le plan, on va dire, moral, vu que la SEC a porté plainte contre cette personne-là, etc., entre guillemets, on a gagné, mais on n'a pas récupéré de fonds encore. Donc, la conscience est bien, mais voilà, la conscience sera vraiment bien lorsque tous nos clients auront récupéré de l'argent. Bien sûr. En totalité ou en partie, mais au moins qu'on récupère quelque chose, ça sera déjà bien. Il y a eu pas mal de soucis également, tu sais, à Dubaï, avant 2008, avant qu'ils mettent la loi sur les comptes séquestres et qui solidifient un petit peu les commercialisations de biens. Il y a eu beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escroqueries. D'ailleurs, c'est resté un petit peu encore dans les mœurs. Je pense qu'on l'a tous un petit peu au coin de la tête, disant que à Dubaï, on se fait arnaquer, on se fait ci, on se fait ça. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. La due diligence, de toute façon, c'est quelque chose que nous, en tant qu'agent, en tant que conseiller, on doit faire. Mais même malgré ça, je pense qu'il y a un moment donné où des fois, tu peux passer... Surtout quand tu fais face à des professionnels de l'escroquerie, j'ai envie de dire, parce que bon, c'était pas sa première. Eux, c'est leur métier. Eux, ils ont prévu ça. La première fois qu'ils te serrent la main, ils ont déjà prévu ça. Et toi, naturellement, parce que tu penses bien, et surtout avec le volume qu'on faisait, cette personne-là aurait gagné déjà beaucoup d'argent. 2-3 millions de dollars par an, sans problème. Donc, naturellement, tu dis, si tu gagnes 2-3 millions de dollars par an, tu n'as pas besoin d'escroquer quoi que ce soit. Si. Et quant à ça, tout était très bien fait. Sa femme notaire qui valide aussi. Tout était très bien fait. Il achetait vraiment aussi des maisons pour les maisons témoins, avec les visites. Voilà, c'était orchestré de A à Z. Bon, voilà, on peut jamais être sûr, mais c'est pour ça que maintenant, grâce à ça, je sais alors, je vais pas dire que ça peut pas encore m'arriver, tout est possible, mais en tout cas, je pense que je vais passer à côté de 95% des escroqueries possibles. Je vais passer à côté parce que c'est pour ça que maintenant, je parle que contrat, chiffres, factuels, pas d'émotionnel, pas de copains. Voilà, je suis vraiment un peu traumatisé, mais bon, ça sert. Ça tombe bien, j'ai 40-50 maisons à vendre là. Tout de suite. Alors toi, quelles sont les compétences que tu considères importantes pour un entrepreneur aujourd'hui en 2023 ? Ne pas avoir peur de l'échec et savoir se relever de ça. Bon, du coup, voilà, j'ai une vraie preuve, mais je pense que, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Instagram, etc. On pense qu'être entrepreneur, c'est faire des rendez-vous, rouler en Ferrari et tout est bien, etc. C'est pas, ça, c'est 3%. Le reste, c'est dur. C'est pas aussi beau que ce qu'on montre sur les réseaux. Il y a beaucoup de galères. Il faut être prêt à affronter ces échecs-là. Et je pense que la résistance à l'échec, c'est le conseil numéro 1, enfin en tout cas la qualité numéro 1 qu'il faut pour un entrepreneur. Et comment tu gères ça, l'échec ? J'essaie de toujours en tirer le positif. Tu vois, même une situation, comme je t'ai expliqué, ça, en fait, j'essaie d'en garder le positif. Alors, en fait, d'en faire une leçon. Qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça ? D'accord. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je refasse ? Ça. Maintenant, juste à appliquer. Voilà. En fait, je m'en sers vraiment comme des leçons. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre et de se relever, en tout cas, de n'importe quel échec. Les transactions immobilières à Dubaï sur le marché secondaire, elles sont informatisées, sécurisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout ce système,
tu sais, de 3 mois. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. On demande un NOC, Non-Objection Certificate, au promoteur. Ensuite, donc on rédige les contrats, forme A, forme B, forme F, qui sont les contrats entre l'agence et l'acheteur, l'agence et le vendeur. Ça va générer un compromis. Avec ce compromis, avec ce NOC et avec l'argent, on va directement au bureau de Dubai Land Département, donc qui s'appelle le Trustee Office, et donc ils prennent l'argent en séquestre devant toi. Et c'est que quand tu as ton titre de propriété que finalement, ça y est, c'est terminé. C'est un échange instantané, informatisé. Donc, je pense que Dubaï a quand même développé un système informatique et sécurisé sur les transactions. Je pense que même eux, un petit peu comme beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes, ont appris de leurs échecs, puisqu'il y a eu des escroqueries avant et des arnaques. Et donc, ils ont solidifié ce système, puisque quand tu as un regard aussi important, aussi fort de l'extérieur sur Dubaï, en fait, tu sais, c'est un petit peu le surdoué qu'on attend au moindre virage, finalement. Et donc, du coup, ils sont obligés de s'adapter, d'évoluer constamment et de sécuriser un maximum de choses, sachant qu'aujourd'hui, on est la ville qui accueille le plus de millionnaires au mètre carré. Donc, toutes ces personnes-là, tu te doutes bien que s'il y a un seul problème, une seule escroquerie, ces gens-là, on les perd tout de suite. Quels sont les livres, si tu en as lu, qui t'ont le plus influencé dans ta carrière ? Alors, j'ai lu un petit peu, mais je ne suis pas très livre. Je suis plutôt vidéo, podcast, parce que j'apprends mieux comme ça. En fait, je retiens mieux comme ça. Donc, je suis pas mal de gens là-dessus, des Tony Robbins, voilà, pas mal de gens comme ça. En fait, toutes les personnes... En fait, moi, je fais tout le temps un mixte de chaque personne et j'essaie d'en tirer le meilleur de chaque personne. Donc, j'ai des Tony Robbins, des Gary Vee, même Grant Cardone qui a son style un petit peu, mais vu qu'il se ressemble un petit peu avec moi dans le sens où il fait aussi de l'immobilier aux États-Unis, j'ai d'en retenir un petit peu. Et voilà, beaucoup de toutes les personnes en fait qu'on voit sur le web, on va dire inspirantes d'aujourd'hui, quoi. Les 3 qualités qu'un investisseur doit avoir. Contrôle, méfiance et connaissance du marché. Voilà, je pense que c'est les trois points importants. Les 3 villes qu'il faut suivre aujourd'hui pour de l'investissement immobilier. Dubaï, Miami ou Floride en général. Et alors ça dépend pourquoi encore une fois, mais moi j'aime bien aussi les petites villes qui sortent un peu du lot, même type Détroit qui est très compliqué. Ça on peut commencer à regarder et s'y intéresser vraiment, mais à condition d'avoir un total contrôle sur place avec des vraies équipes qui gèrent. Sinon si on y va à l'aveugle, faut pas y aller. La suite de Thomas. La suite de Thomas, c'est quoi ? J'espère attirer encore plus d'investisseurs sur l'immobilier aux US, faire grossir le portefeuille immobilier là-bas, atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars sous gestion dans les années qui suivent. Et voilà, me souhaiter que le meilleur possible. Donc avant de finir ce podcast, quels sont pour toi les avantages aujourd'hui de vivre à Dubaï ? Alors il y en a plusieurs. Évidemment, les taxes. Ça, c'est un point positif, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles ils viennent. Mais il n'y a pas que ça. Géographiquement, c'est super bien placé. C'est-à-dire qu'on est proche de pas mal de pays. Même par rapport à la France, on est à 2-3 heures de décalage horaire, ce qui est quand même très faible. C'est un pôle d'entrepreneurs et de business incroyable. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, Dubaï regroupe beaucoup de points positifs. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de Russes, beaucoup en fait, de personnes qui commencent à migrer vers Dubaï parce qu'ils ont tout. Et évidemment, un point important, c'est la sécurité qui est incroyable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie ailleurs. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis à Dubaï. Écoute, en tout cas, je pense que là, tu vas inspirer beaucoup de gens avec ton histoire. C'est très formateur, c'est beaucoup d'expérience.
On a chacun notre histoire, hein, qui nous a, je pense, aidé un petit peu à être ce qu'on est, à être en tout cas, à vouloir devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de différent, et surtout contribuer pour la société. Et en tant qu'entrepreneur, même moi, j'ai vécu des péripéties. Hein. Je vais pas t'en faire part aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'on est tous soumis à quelque chose à un moment donné de notre vie. C'est des obstacles, c'est des embûches qui se mettent sur notre chemin, finalement un petit peu comme un test. Et ces embûches-là, soit tu les vois comme la fin de ton parcours, ou soit tu réfléchis à comment la surmonter et à comment avancer et à en tirer des leçons. Et je pense que tu en as tiré beaucoup de leçons. Je pense que tu es une personne inspirante avec un gros background derrière, celui de ton père qui lui a beaucoup d'expérience. Et en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Je te remercie d'être venu dans notre podcast et je te dis à très bientôt. Merci. À bientôt.